je propose de continuer et de terminer du coup de manière exceptionnelle aujourd'hui avec, avec la revue d'actualité qui sera peut-être un peu plus light que le mois dernier. Le mois dernier, on avait énormément de slides, il y en a un peu moins cette fois-ci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à intervenir si vous avez des choses à raconter, si j'oublie certains sujets ou si vous avez des informations complémentaires. Et on va démarrer, là aussi comme d'hab, avec... Merci pour le bruit. Et on va démarrer avec la partie bulletin de sécurité Microsoft. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette partie. Il y a des bulletins pour Internet Explorer, il y en a pour Edge. Alors là, c'est Vlad qui fait les slides, donc il précise toujours. Il y en a une qui est commune entre IE et Edge, alors que normalement tout le code a été refait normalement sur Edge. Hein, c'est pas censé être une évolution d'Internet Explorer, donc c'est toujours assez louche. Et c'est des vulnérabilités toujours un peu embêtantes de type corruption de mémoire. Du coup, c'est bien de sandboxer son navigateur ou d'utiliser un navigateur qui est dans une VM si on peut. Ensuite, vulnérabilité au niveau noyau. Là, je ne vais pas m'attarder. Dans la bibliothèque de parsing XML aussi de Microsoft, donc ça c'est un peu embêtant et potentiellement c'est difficile d'identifier quels sont les composants qui sont impactés par cette vulnérabilité, puisqu'il y a sans doute un certain nombre de logiciels commerciaux, voire open source, qui peuvent reposer sur cette bibliothèque. Ensuite, des vulnérabilités dans .NET et dans Microsoft Office, là aussi de manière assez classique. Quand on sait que la plupart du temps on peut faire la même chose avec des macros, c'est pas non plus très grave une exécution de code dans Office. Hein, parce que la plupart du temps, les gens vont cliquer sur exécuter la macro. Et ensuite, des vulnérabilités dans Microsoft OLE et également dans Hyper-V. Alors, bon, Hyper-V, c'est quand même un peu plus embêtant. C'est la solution de virtualisation de Microsoft. Donc, en général, ça permet de faire tourner des machines qui ont des niveaux de sécurité assez différents, potentiellement qui appartiennent à des clients différents sur un même matériel. Donc là, dès qu'on parle d'exécution de code, c'est-à-dire qu'on peut s'échapper du périmètre de sécurité de la machine virtuelle et donc potentiellement rebondir sur d'autres machines. Donc là, c'est forcément très embêtant, notamment pour toutes les personnes qui utilisent des services cloud ou software as a service, où on a de la mutualisation qui repose sur Hyper-V, et notamment Azure, hein, puisque le cloud Microsoft, bien évidemment, repose sur cette technologie. Ensuite, vulnérabilité dans le service d'ouverture de session secondaire, là je ne vais pas détailler, et ensuite la suivante, MS 16047, c'est celle qui est liée à Badlock, donc j'en reparlerai un peu après, puisque ça a un peu fait flop cette vulnérabilité, on en avait parlé le mois dernier, et donc on en reparlera un peu. Ensuite, des vulnérabilités dans CSRSS, je ne sais pas ce que c'est, et dans HTTP.6, donc serveur web de Microsoft. Et dans Flash Player, comme d'habitude. À nouveau. Là encore, l'AD a mis en avant le fait que Microsoft continuait à fournir des mises à jour des correctifs de sécurité pour les environnements XP si on a la bonne licence, hein, qui coûte relativement cher. Voilà. Donc là, on faisait juste un petit focus sur la partie Hyper-V, effectivement, évasion de machines virtuelles et exécution de code sur l'hyperviseur. Donc c'est-à-dire qu'on peut prendre le contrôle, hein, grosso modo, de toutes les autres machines virtuelles qui sont sur le même support physique, donc c'est très embêtant. Il y a quelques stats qui sont vides. Alors cette fois-ci, on ne parlera pas d'antivirus. On l'a fait pas mal les mois suivants. Je pense qu'on a détaillé chaque éditeur qui a eu son lot de vulnérabilités, notamment via le projet Google Project Zero. L'État Normandie qui publie un certain nombre de vulnérabilités. Je crois que sur le mois dernier, il n'y en a pas eu, sauf si quelqu'un me contredit. Bon, je pense qu'il va bientôt passer à autre chose parce qu'il a prouvé son argument qui était de dire que tous les logiciels clients d'antivirus sont vulnérables et abaisse presque le niveau de sécurité d'un ordinateur. Ensuite, oui, Badlock. Donc, on en avait parlé le mois dernier. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un nom, il y avait déjà un logo, il y avait déjà un site web pour la vulnérabilité. Et il n'y avait pas de détails techniques qui avaient été donnés, donc c'est toujours un peu embêtant. Ils avaient commencé un peu leur campagne de marketing avant de divulguer des détails sur la vulnérabilité. Au final, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas énormément de choses. Il y a des possibilités d'interception de man in the middle sur les environnements Windows, uniquement si on ne signe pas ces échanges SMB. Hein,
Hein, si on active la signature dans les échanges SMB, qu'on la force, on n'a pas ce problème-là. Finalement, l'impact n'est pas si énorme que ça. Déni de service sur Linux, et puis un certain nombre d'autres vulnérabilités sur Samba, un certain nombre de directives de sécurité qui n'étaient pas vraiment implémentées. C'est-à-dire que par exemple, sur Samba, si on forçait la signature SMB, ce paramètre n'était pas forcément pris en compte, n'était pas respecté. Score CVSS 2 de 7,1, donc c'est pas énorme relativement à toute la communication qui a été faite sur la vulnérabilité. Et puis là, je remets le bulletin MS047 que vous allez voir apparaître dans vos scans de vuln. En tout cas, le module Prometheus marche bien. Toutes les machines que j'ai scannées récemment n'avaient pas été patchées. Ensuite, voiture connectée, c'est une rubrique qui apparaît de temps en temps en fonction de ce qu'on trouve dans l'actualité. Là, je suis tombé sur un document assez intéressant qui est publié par l'ICS-CERT. Donc, c'est l'organisme américain qui est en charge du suivi des vulnérabilités pour tout ce qui est dans le domaine industriel, on va dire. Et là, ils sont intéressés au port de diagnostic ODB2. Donc, ça ressemble à peu près à ça. C'est présent sur la plupart des voitures depuis les années 90, je pense, 95. Et ce qu'on retrouve de plus en plus pour les entreprises qui gèrent une flotte de voitures, c'est des petits boîtiers qu'on va brancher dessus, qui sont connectés soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi, et qui vont permettre de faire du suivi de sa flotte de véhicules, c'est-à-dire savoir où ils sont, parce que c'est couplé à un GPS, savoir à quelle vitesse roulent les conducteurs, etc. Voire à forcer un certain nombre de contrôles, par exemple, pas que le véhicule sorte d'une zone GPS définie, etc. Donc ils ont regardé un peu un certain nombre de ces boîtiers qu'on va connecter là-dessus. Évidemment, la plupart étaient vulnérables. En termes de vulnérabilité, c'est assez large, hein, donc ils se sont rendus compte qu'on pouvait la plupart du temps modifier le firmware et l'uploader sur l'appareil sans authentification, qu'il n'y avait pas d'appairage Bluetooth sécurisé ou avec des codes par défaut, qu'il y avait des mots de passe Wi-Fi faibles, des mots de passe en dur donc on ne pouvait pas changer, et également des équipements qui étaient connectés directement à Internet et donc on administrait directement depuis Internet. Donc là, je ne l'ai pas fait apparaître sur ce slide, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le rapport, ils expliquent aussi que finalement, l'exploitation de ces vulnérabilités permet notamment l'injection de données sur le bus CAN. Donc c'est une technologie qui est présente là aussi dans les automobiles hein, depuis les années 90. Quand on peut injecter des trames sur le bus CAN, ça veut dire que grosso modo, on peut faire ce qui a été très médiatisé l'an dernier, ce qui a fait Charlie Miller et Chris Valasek sur la Jeep. On peut désactiver les freins ou ce genre de choses. Voilà. Donc, évidemment, si vous êtes une entreprise, si vous managez une flotte de voitures et que vous pensez à déployer ce genre de petits dongles qu'on met sur ce port, il vaut mieux faire un audit ou pas le faire. Enfin, voilà. Ça peut être relativement dangereux. On continue sur les failles avec Apple. Donc on parle du QuickTime. En fait, il n'est plus supporté sur Windows. Donc les vulnérabilités qui sont présentes le seront pour toujours. Il est encore utilisé par un certain nombre de personnes. Du coup, la recommandation, c'est simplement de le désinstaller et de le remplacer. Enfin, je pense que ça fait longtemps qu'on parle régulièrement dans la revue d'actualité du fait qu'il y ait des vulnérabilités sur QuickTime. Maintenant, elles vont y rester. Je pense que c'est le moment de passer à un autre lecteur. Je ne sais pas s'il y a des codecs spécifiques que QuickTime supporte et que d'autres logiciels ne supporteraient pas. Je ne suis pas persuadé. Je pense que ça ne poserait pas de problème. Sur la partie vulnérabilité, j'ai voulu aussi, pour une fois, on ne le fait pas d'habitude, mais je me suis dit ça peut être sympa de parler un peu d'Android. En fait, je me suis rendu compte en changeant de téléphone que j'avais maintenant comme un patch Tuesday sur mon Android. Donc tous les mois, je reçois des correctifs de sécurité. Et du coup, ils sont publiés par le projet Android les vulnérabilités du mois. Donc ça, c'est les vulnérabilités du mois de mai 2016. Donc si on regarde même très brièvement, élévation de privilèges, exécution de code à distance, c'est quand même des choses plutôt graves et plutôt embêtantes, qui sont parfois dépendants du matériel. Il y en a qui sont sur les drivers vidéo NVIDIA ou sur des puces Qualcomm, mais il y en a d'autres qui sont directement dans le noyau Android également. Du coup là j'ai mis que celles qui étaient sur critique ou que celles qui étaient critiques et quelques high. Il y a beaucoup plus de high, ça ne rentrait pas dans un slide, je ne vais pas mettre tout le détail. Et du coup, évidemment, la question c'est toujours la même avec la fragmentation Android. Qui parmi vous utilise un téléphone Android et a eu des patchs au mois de mai? Non, personne? Pas beaucoup. Donc c'est un vrai problème sur cet environnement. Malgré le fait qu'il y ait des vulnérabilités qui soient corrigées, les patchs tardent à arriver.
ou même jamais. Des questions ouais. Oui, parce que bon, moi je ne suis pas spécialiste en Android, mais quand tu reçois un correctif, il faut que tu cliques explicitement pour qu'il soit appliqué. Ouais. Donc en fait, tu le vois forcément. Oui, c'est pas silencieux. Ouais. Non, non, il faut. C'est ça. Donc à partir du moment où on n'a pas cliqué spécialement, ouais. À ma connaissance. Hein. C'est comme une mise à jour système où ouais. tu choisis quand est-ce que tu réavances. Exactement, il y a une notification qui indique qu'il y a une mise à jour qui est disponible. Et en fait, ils ne poussent pas les correctifs par défaut. En fait, le problème, c'est qu'ils sont poussés sur les téléphones Nexus, qui sont directement supportés par Google. Et pour les autres marques, en fait, ils ne peuvent pas pousser directement les correctifs, il faut qu'il y ait une qualification de la part du constructeur. Il suffit d'avoir Nexus, c'est bon. Bah, en fait, c'est un peu ça. Pas de problème. ou alors Samsung qui a un support spécifique pour certains modèles avec les entreprises. D'accord. Mais pareil, ça n'est pas. Ça n'a pas besoin d'être qualifié. Ouais. Et sachant qu'après cette étape du constructeur, il y a de temps en temps, si on a acheté son téléphone via son opérateur, c'est l'opérateur qui pousse la mise à jour la plupart du temps. Et là, 2 ans. Sachant qu'au bout de 2 ans, le téléphone, la plupart du temps, il est un peu obsolète. Ok. Ensuite. Attends, j'ai encore une question. C'est. En fait, je vois qu'il y a une mise à jour d'avril 2016. Oui. Si on n'a pas mis à jour la mise à jour d'avril 2016, c'est pas bon les correctifs de mai. Non, de mai, non, c'est pas bon. Enfin, moi, quand j'ai reçu mon téléphone, j'ai dû appliquer les correctifs et le redémarrer 6 fois de suite. Parce que il avait 6 mois quand je l'ai acheté. Ok, donc en fait, c'est une mauvaise idée quand il dit qu'il faut redémarrer, c'est de repousser éternellement le redémarrage. Oui. Bah, là, on passe sur un fonctionnement comme sur Windows pour les téléphones Nexus, et comme évoqué, pour les autres, c'est très dépendant de l'opérateur et du constructeur du téléphone. Du coup, ça arrive rarement, malheureusement. Je croyais que tu avais un BlackBerry. C'est une blague. Moi, j'essaye d'avoir un exemplaire de tout. Mettez-moi les 33 disques. C'est sûr. C'est pour pouvoir tester qu'est-ce qu'ils espionnent chacun. On a une marque française qui s'appelle Nico. Ouais, c'est une bonne question. Je suis pas sûr que les téléphones Nico ils reçoivent. Il y avait des jeux de sécurité. Tant que quand il y avait des Joda, de version d'avant qui étaient pas mal, mais fake. Quelle marque? Joda, en fait, c'est des anciens de Nokia. Tu sais, moi j'avais un Nokia Linux. Ouais. Quand Nokia a été mangé par Microsoft, ceux qui faisaient les Nokia Linux ont monté leur entreprise pour faire des vrais téléphones Linux libres. D'accord. C'était vraiment bien. Mais c'était vachement bien, hein, les Nokia Linux. Et après, c'était les Joda. Personne a un Joda? Vous ne connaissez même pas? Je crois pas. Yola. Yola, c'est un J. J-O de Zena. Ah, il faut dire Yola. Voilà. Ok. Là, Je m'excuse, je parle pas finlandais. Est-ce que quelqu'un a un Yola? Même réponse. Le seul que j'ai acheté, je crois que c'est Hervé. On passe à la suite, avec là encore une vulnérabilité qui a un nom, un site web et un logo, Image Tragic. C'est une série de 2-3 vulnérabilités dans une bibliothèque qui permet la manipulation d'images, qui s'appelle Image Magic, qui est la référence et qui est utilisée un peu partout, notamment très fréquemment dans des sites web, dans des applications web, pour quand on upload une photo, la recadrer, la compresser, la convertir dans un autre format. Donc c'est vraiment quelque chose qui est souvent utilisé. Et il y a des vulnérabilités assez graves qui ont été identifiées, je ne sais plus si c'est ce mois-ci ou en fin de mois dernier, notamment de l'exécution de code via le nom de fichier lorsqu'on fait convertir une image via un utilitaire externe, du SSRF, de la modification ou suppression de fichiers locaux et de la lecture de fichiers locaux. Donc là, c'est un des exemples qui vient du site web. On voit qu'en insérant directement ici le terme label et en mettant une référence à un fichier texte, ici le fichier password qui contient la liste des utilisateurs, lorsqu'on va lancer la conversion, ça va afficher le texte qui vient du fichier TC password. Donc c'est des vulnérabilités qui sont relativement faciles à exploiter pour peu que l'application web laisse des inputs à l'utilisateur. Et c'est activement exploité d'après ce que j'ai entendu, donc je ne sais pas si quelqu'un a plus d'infos là-dessus, qui aurait été victime
Marketing plus. Oui, mais là c'est une vraie vulnérabilité, contrairement à Badlock où c'était du vrai marketing des fausses vulnérabilités. Enfin là c'est quand même assez grave, puisque c'est que sur, enfin c'est principalement utilisé sur des serveurs web qui sont exposés sur Internet avec une interaction avec des utilisateurs non maîtrisés. Autre point, toujours sur les failles, je ne sais pas si vous êtes au courant, Verizon publie chaque année un rapport sur les vulnérabilités, les attaques sur Internet, c'est le rapport DBIR. C'est censé fournir des attaques, enfin des statistiques et des chiffres un peu précis sur les attaques au niveau monde. Il y a beaucoup de controverses sur ces données, c'était déjà le cas l'an dernier. Cette année, dès que le rapport a été publié, il y a eu pas mal de critiques à son égard. Donc ce que je vous ai mis là, c'est la liste, c'est le top 10 des vulnérabilités qui auraient été exploitées par des attaquants sur l'année passée. Donc on voit quand même la numéro 1, c'est Freak, qui est une vulnérabilité de Man in the Middle, donc ça paraît quand même assez étrange. Et les autres, c'est des vulnérabilités assez obscures sur des produits qui ne sont pas forcément très utilisés, comme Black Moon FTP Server, je ne savais même pas que ça existait. Enfin voilà, ça paraît assez étrange. En fait, quand on creuse la méthodologie qui est utilisée, il semblerait qu'ils utilisent deux données principalement, des scans de vulnérabilité et des alertes IDS. Ce qui veut dire qu'ils vont se retrouver avec pas mal de faux positifs et que, évidemment, tous les gens qui scannent des vulnérabilités sur tout Internet, on va retrouver ça comme étant des attaques qui sont levées au niveau d'IDS, alors que ce n'est pas forcément une attaque avérée. Donc voilà, si vous lisez ce rapport, simplement prendre les données qui sont mentionnées avec précaution. Et le fait est que, étant donné que les données brutes sont fausses ou en tout cas contestables, les recommandations qu'ils en tirent, elles aussi, perdent un peu de leur valeur. Voilà, je vais simplement signaler ça. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Je vais regarder un peu. Ok, ensuite on passe à la partie un peu plus piratage. Le premier lien, c'est un piratage dont on avait déjà parlé. C'est une banque au Bangladesh qui s'était fait pirater et dérober plusieurs dizaines de millions de dollars. Il y a quelqu'un qui a identifié un malware qui a été uploadé sur VirusTotal par un utilisateur au Bangladesh et qui pense qu'il est lié à cette attaque. Donc c'est une analyse, une rétro-ingénierie de ce malware qui est présent sur ce lien. C'est très détaillé, c'est intéressant et ça montre que les attaquants ont une connaissance vraiment très avancée des logiciels Swift. Puisqu'ils vont très loin en surveillant les connexions et les transactions qui sont faites, en les modifiant à la volée, et également ils ont modifié les routines qui font l'impression des rapports ou des comptes rendus des transactions de la journée qui sont imprimés sur papier normalement. Ces fonctions-là sont hijackées pour enlever les transactions anormales. Donc c'est quand même quelque chose de très très propre qui est utilisé, et en tout cas le malware paraît très intéressant. Ensuite, très brièvement, possible compromission de Jenkins, enfin de toute leur infrastructure informatique et d'hébergement. Donc ils ont détecté ça, ils ont vérifié, a priori il n'y avait pas eu de modification dans les binaires qui étaient proposés au téléchargement. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur est-ce qu'il y a eu des modifications dans le code source ou pas. En tout cas, ils ont reseté les accès de tous les contributeurs. Voilà. Peut-être faire attention si vous avez installé un Jenkins récemment. Dernier élément du slide qui était très intéressant aussi à la lecture, c'est, comme vous le savez sans doute, Facebook a un bug bounty, c'est-à-dire qu'ils acceptent que des chercheurs en sécurité cherchent activement des failles sur certains de leurs sites et reçoivent une récompense s'ils trouvent quelque chose d'intéressant. Là, il se trouve qu'un chercheur a voulu cibler non pas le site Facebook, parce que ça, globalement tout le monde le fait et c'est relativement difficile d'identifier une nouvelle vulnérabilité, mais plutôt des infrastructures internes. Donc là aussi, le compte rendu est bien détaillé. Il montre un peu comment il a identifié les noms de domaine, comment il a cherché. Il est tombé sur une appliance qui permettait de faire du transfert de fichiers, de gros fichiers, des choses qu'on ne peut pas s'envoyer par mail par exemple. Ensuite, il a fait des tests, il a trouvé une injection SQL avant l'authentification, donc il a réussi à prendre le contrôle de cette appliance. Et en fait, en regardant un peu ce qu'il y avait dessus, il s'est rendu compte qu'il y avait déjà d'autres web shells sur l'interface web de l'appliance, et que du coup, il y avait au moins, on ne sait pas si c'est un ou plusieurs, mais en tout cas, il y avait au moins un attaquant qui était là depuis déjà 6 mois, 1 an, et qui, avec des web shells tout simples, qui exécutaient ce qu'il y avait dans un paramètre get. Donc voilà,
Lui, il n'a pas forcément fait une analyse forensique complète, mais en tout cas, c'est assez rigolo de voir que via ce bug bounty, premièrement, ils ont corrigé une faille de sécurité importante et ils ont découvert une compromission également. Ouais, ils ont dit que c'était de leurs mecs, de leurs chercheurs à eux à Facebook qui étaient dessus. Qui avait fait un audit, Qui a fait, ouais, pas très bien nettoyé. c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas fait la pile. Et pour info, le mec celui qui avait le webshell a récupéré les identifiants en interne chez pays. D'accord, ceux qui se connectaient, en fait, oui, l'interface, il y a un screenshot, je crois, sur le lien. On se log avec un login mot de passe, il n'y a pas de 2 facteurs, il me semble, c'est de l'authentification simple. Et effectivement, il a retrouvé des listing textes avec utilisateur mot de passe. Ouais. Ensuite, quelques vulnérabilités sur des systèmes industriels. Premièrement, sur certains compteurs électriques intelligents, absence d'authentification sur l'interface web, stockage en clair des mots de passe, donc c'est un peu embêtant. Le deuxième est assez rigolo aussi, en fait, c'est un utilitaire qui permet de créer des interfaces web pour faire de la supervision de son SI industriel. Du coup, ça c'est basé que sur des techno web. Et alors là, quand on regarde le bulletin de vulnérabilité, c'est vraiment rigolo. Il y a absolument, il y a toutes les vulnérabilités du top 10 de l'OASP. Hein, donc c'est assez affolant que des gens, c'est le métier de développer des interfaces d'administration web, en soi à avoir des vulnérabilités vraiment triviales. Dernier point, Siemens qui publie quelques bulletins de sécurité qui sont liés à l'utilisation de la librairie standard dans certains de leurs produits. Ouais. Très intéressant. Ensuite, ah oui, ça c'était assez intéressant, c'est une étude sur les capteurs de trafic routier. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, moi j'avais jamais fait attention, il y a quelques photos sur le site. C'est des boîtiers qui sont souvent clipsés sur des poteaux, et en fait qui vont analyser avec des caméras par exemple combien il y a de voitures qui passent sur une route à tel endroit pour pouvoir bien gérer les flux de circulation au niveau d'une ville, au niveau d'une autoroute. Et il semblerait que ce ne soit pas forcément très bien sécurisé, avec là aussi des connexions Wi-Fi avec des mots de passe faibles ou des choses par défaut qui permettent de récupérer un certain nombre d'infos. Après, en termes d'exploitation, ce n'est pas forcément très intéressant pour le pirate, à part pour perturber la circulation. Deuxième élément, toujours dans la catégorie alors, IoT, quelqu'un s'est rendu compte qu'en achetant des webcams sur Amazon, elles arrivaient avec déjà un malware installé. Donc ça c'est toujours un peu embêtant, je pense que c'est absolument pas le seul cas, mais je trouvais ça assez rigolo. Donc, est-ce que je peux... Ouais. J'ai acheté une prise connectée sur un site de vente français, et la prise connectée n'était pas malveillante. Par contre, l'application Android qui est installée sur le téléphone envoyait des MMS sur Taxi. Très fort. Des MMS surtaxés. Et c'est l'application officielle ou c'est parce que tu t'es trompé dans l'installation de l'appli? Non, en fait c'est l'appli qu'on trouve sur Google Play. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand on scannait le QR code sur la boîte, on se retrouvait bloqué par Google Sales Browser. Ah oui, c'est louche. D'accord. Alors j'ai pas regardé ce que faisait entièrement l'application parce que c'est assez offusqué et qu'il y avait un service en ligne Elpis qui faisait l'analyse qui a fermé. Je pense qu'au moins peut-être partager le nom de l'application, si tu veux pas partager le nom de la prise, mais ça peut être c'est intéressant. On le rajoutera du coup, parce que c'est effectivement exactement la même chose. Et du coup, tu peux pas l'utiliser. Si, et ton téléphone qui a pas de carte aussi. Oui, donc elle n'est pas trop connectée. Dernier point, là aussi, c'est pas nouveau, on en parle quasiment tous les mois, des modems câbles, c'est ce qu'on appelle des routeurs SO, des choses qui sont destinées au grand public, avec des vulnérabilités, absence d'authentification sur l'interface d'administration, CSRF. Alors ce qui est assez rigolo, j'ai pas mis le lien direct là, il y a quelqu'un qui s'est dit, donc c'est quand même un des modèles les plus utilisés, ils en ont identifié 100 millions accessibles, ils auraient été vendus à hauteur de 100 millions, ne sont pas directement accessibles sur Internet, hein, l'interface d'administration elle est que sur le réseau local. Par contre, vu qu'il y a du CSRF, ce qu'on peut faire, c'est que si on visite le bon lien, ça envoie une requête à l'interface d'administration et ça clique sur le bouton reboot en fait. Donc, encore une fois, il y avait ça sur les e-box jusqu'à il y a un an. D'accord. Moi j'ai entendu sur une box, hein, je sais vraiment pas laquelle. Ok, voilà. Donc ça paraît bête effectivement parce qu'on est déjà en local, il n'y a pas de raison de s'identifier, mais effectivement un site web peut éventuellement tenter de scanner le réseau local, identifier en fonction des réponses le fait que c'est ce modem, et du coup soit modifier les réglages, on pourrait même imaginer qu'il aille modifier le firmware.
Pour continuer, À l'étranger. deux infos sur des sites piratés. Alors le premier, je crois que c'est Vlad qui l'a vu, a priori 3 gigaoctets qui ont été volés sur le site de la Grande Loge de France. Et le deuxième, une vulnérabilité de l'exécution de code à distance sur le site uber.com, divulguée via le programme HackerOne. Et du coup, en fait, on peut directement consulter les informations qui ont été échangées entre Uber et le chercheur qui a identifié la vulnérabilité. On voit qu'ils ont été assez réactifs, c'est assez intéressant. C'était une vulnérabilité qui n'était pas spécifique à leur site, mais c'était, il me semble, une injection via une bibliothèque qu'ils utilisent qui s'appelle Flask en Python pour faire des sites web. Ensuite, je crois qu'on n'en avait pas parlé. Si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à me le dire. On avait parlé il y a longtemps de Hacking Team qui s'était fait pirater. Donc c'était une société de sécurité en Italie qui vendait notamment des logiciels de surveillance au gouvernement. Et là, l'attaquant a publié un compte-rendu détaillé de comment il a réussi à les pirater. C'est toujours très intéressant de savoir comment ça se passe en vrai, les attaques. Et ça ressemble quand même pas mal à un rapport d'audit classique. Si vous êtes commanditaire d'audit ou de thèse d'intrusion, vous devez avoir. Il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, Ah si, il y a quand même le 0D, putain. voilà, ok. Ah, je m'excuse. Toi, tu fais des 0D dans tes tests d'intrusion? Non, mais je ne passe pas autant de temps. Enfin, ça dépend. Ouais. Ouais, tu vas en pencher. Je peux pas le dire dans ce cas-là. Bref, donc oui, il a quand même identifié effectivement un 0D sur l'appliance VPN. Je ne sais pas ce que c'est comme appliance VPN. Enfin, je ne sais pas si le 0D a été finalement publié ou pas. Bref, une fois qu'il avait accès à ce serveur-là, premier élément, il a réussi à dumper pas mal d'infos dans une base MongoDB qui était dans sa configuration par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'authentification une fois qu'on était sur le réseau local. Donc ça, bon, c'est pas terrible, mais ça arrive fréquemment en audit. Et ensuite, il a identifié un serveur qui avait un service ISCSI d'ouvert, donc c'était le SAN. Donc en fait, c'est le stockage de tous les disques durs de tous les serveurs. Donc là, effectivement, c'est jackpot. Il a réussi juste en trouver. Enfin, il faut trouver à quel endroit on veut monter le disque, mais ça, c'est juste une question d'offset. Et ensuite, il peut accéder aux disques durs de la plupart des serveurs. À partir de là, il a réussi à accéder aux données sur le serveur BES, donc BlackBerry Enterprise Server. Il a récupéré le compte de l'admin. Avec ce compte, il a pu se connecter sur le serveur Exchange. C'était un compte d'admin. Là, il a lancé un Mimikatz sur l'équivalent pour regarder qui était connecté et dumper les mots de passe en mémoire. Et il a trouvé le mot de passe d'un admin de domaine. Les mots de passe, c'était le password, pareil. Ça, c'était effectivement pas terrible. Et à partir de là, il pouvait se connecter sur les différents serveurs. Il a cherché un certain nombre d'informations. Donc, c'est là où il a récupéré déjà tous les mails qui avaient fuité. Et ensuite, j'ai pas mis la dernière étape, parce que la dernière étape, c'était la récupération du code source. Ça, c'était sur un environnement un peu séparé, donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je vous invite à lire le compte-rendu qui est sur Plasmi. C'est vraiment intéressant. Et ça confirme ce qu'on avait pu penser, c'était le fait que pour une société qui fournit des services de sécurité, ils avaient une architecture très standard, avec des vulnérabilités très standards, et rien de spécialement renforcé. Ouais, mais ils avaient VPN. Bon, je vais passer. Ensuite, pour terminer, quelques petites nouveautés sur des outils pour le pentest ou autre. Un petit lien qui est bien si on veut démarrer l'audit d'application Android. Il y a vraiment toutes les étapes, comment se créer un environnement d'audit, quels sont les outils pour décompiler, et ensuite... Enfin, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt niveau 101 comme on dit, mais c'est plutôt didactique. Deuxième lien qui est très intéressant, je crois que c'était le mois dernier, j'avais présenté un autre lien de cette société MWR InfoSecurity, où ils expliquaient comment, en lançant des scripts en PowerShell avec un compte du domaine simple, ils pouvaient récupérer beaucoup d'informations, donc jusque-là rien de nouveau. Eux, ils proposaient simplement, ils ont publié un bout de code qui met tout ça dans une base de données SQLite qui permet de faire des requêtes assez intéressantes du type quels sont les comptes dont le mot de passe n'a pas été changé depuis plus d'un an, ce qui peut servir en test d'intrusion. Là, cette fois-ci, ils refont la même chose, mais dans l'Active Directory, on peut indiquer qui est le manager de qui. C'est une fonction qui n'est pas forcément utilisée, mais c'est possible d'avoir cette notion de hiérarchie métier qui est matérialisée dans l'AD. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent tous ces éléments et ensuite ils font un mapping visuel pour faire de la reconnaissance dans une entreprise, voir un peu quels sont les différents groupes, etc. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est des choses qui se font avec un compte utilisateur simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des droits particuliers. Le lien suivant, c'est la suite d'un lien qu'on avait présenté il y a quelques temps sur la rétro-ingénierie d'un routeur Huawei.
Donc la première fois, c'était accès à la console URT, voir ce qu'on pouvait faire de là. Là, cette fois-ci, c'est dump du firmware et comment je récupère des éléments intéressants dans un firmware. Ça, c'était pas mal. La suivante, je n'étais pas sûr de l'avoir déjà présentée. C'est un petit tuto sur comment créer rapidement une autorité de certification, l'ajouter sur un ordinateur qu'on a compromis et déployer un binaire signé. Pourquoi? C'est pour faire de la persistance qu'on a du mal à détecter. Parce que souvent, si on laisse un interpréteur ou des fichiers qui se lancent au démarrage, ça va se voir. En revanche, si on a modifié les autorités de certification et qu'on met un binaire signé, la personne qui fait de l'analyse informatique, elle va se dire que le binaire est signé, c'est sans doute pas celui-là qui est à l'origine de la compromission. Voilà, c'est quand même intéressant. Et le dernier qui peut servir également en pentest, c'est l'équivalent de ce qu'on avait vu il y a quelques temps sur le fichier sitelist.xml de l'antivirus McAfee. Là, c'est la même chose pour Patrol, qui est un logiciel de supervision qu'on trouve souvent chez nos clients. Et du coup, si on a le fichier de configuration avec ce petit script, on va pouvoir récupérer le mot de passe, qui en général est le même sur l'ensemble des postes du domaine. Également, alors j'ai pas trouvé les slides, c'est un talk qui a été donné à une conférence de sécurité, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est Schunken 2016, sur la rétro-ingénierie de protocole radio SCADA, donc c'est assez intéressant, malheureusement je n'ai pas trouvé les slides, donc j'ai vu que la vidéo. Ensuite, quelques nouveautés qui ne sont pas orientées test d'intrusion, comment améliorer les performances de CVM Windows, notamment si on fait des tests, du dev, il y a un certain nombre de services qui sont gourmands en usage de disque ou de mémoire et qu'on va pouvoir killer parce que dans une utilisation de développement, c'est pas forcément utile, donc ça peut être intéressant. Un petit utilitaire pour reconstruire un flux vidéo RDP à partir du trafic réseau. Donc, par exemple, en cas de compromission, si vous enregistrez tout ce qui se passe sur le réseau dans des backups pendant une certaine durée, en suivant le tuto, en récupérant les clés sur les PC qui ont été compromis, vous allez pouvoir rejouer le trafic vidéo et voir ce qui a été fait sur la machine, donc ça c'est assez intéressant. Dernier point, fermeture de la base de vulnérabilité OSVDB, donc qui était une base gratuite de toutes les vulnérabilités. C'était un peu l'équivalent d'un Secunia, mais en gratuit. Et malheureusement, je pense que le business model n'a pas suivi. Ça fait quand même quelques années que ça existait, mais du coup, c'est fini. Ce qui amène à un problème connexe aussi, qui est lié, c'est le fait qu'actuellement, ça ne suit pas trop au niveau de l'attribution des CVE. Je ne sais pas si c'est un problème auquel vous avez été confronté. J'ai eu plusieurs échos sur le fait que le MITRE n'arrivait plus trop à suivre, il y a trop d'infos qui sont données, que ça peut prendre 6 mois à 1 an pour avoir son numéro de CVE qui est affecté. Donc c'est dommage parce que les numéros de CVE, c'est quand même ce qui permet de repérer les vulnérabilités, de se mettre d'accord, d'avoir un langage commun pour dire voilà, j'ai patché cette vulnérabilité ou tel produit a telle vulnérabilité. Et là, si on a plus cette notion centrale et partagée, ça va être très compliqué pour identifier les vulnérabilités sur un produit. Je confirme, moi j'ai eu des gens qui sont venus me demander à moi, qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient toujours pas dans CVE. Ouais. Donc, en fait, il y a beaucoup plus. il n'était pas le premier à dire ça. Voilà. Il y a des gens qui ont fait corriger des vulnérabilités qui se plaignent de la même chose, donc je pense qu'effectivement il y a un boulot d'étranglement. Il y a un boulot d'étranglement et le problème c'est que du coup les vulnérabilités, potentiellement elles sont corrigées par l'éditeur, mais si on n'a pas ce numéro de référence, c'est compliqué à gérer. Ensuite, alors malheureusement c'est pas extrêmement détaillé, mais j'ai quand même mis le lien parce que ça me paraissait intéressant parce que c'est Google et on dit toujours qu'ils font les choses bien. Ils expliquent un peu leur démarche et leur migration vers une sécurité non périmétrique. Ça s'appelle Beyond Network, ou je ne sais plus, pardon. Beyond Perimeter. Bref, c'est une introduction à comment eux ils font de la sécurité, comment ils gèrent leurs terminaux, qu'ils soient mobiles ou fixes, etc. Donc c'est assez intéressant, ça fait 4-5 pages je crois. Et je vous invite à le lire. Hop. Et on va arriver à la fin, et on va parler des futures conférences, donc GSSI passé, Insomniac passé. La prochaine en date c'est le STIC et ensuite avec Paris Milieu-Hack. Je ne sais pas s'il y en a que j'ai oublié dans la liste, on n'a pas tout dit. Je crois que c'est plus la formation Mozilla en juillet. D'accord. Ok, je rajouterai, si tu peux m'envoyer tout ce que je le rajouterai. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que je n'aurais pas mentionnées dans l'actualité récente, ou en tout cas du mois dernier?
comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on rajoute des éléments dans la revue d'actualité, enfin moi je veux bien rajouter l'histoire de la prise pour pas racheter la même, ça peut être intéressant. J'ai la page de vente. Ok.